Le projet de cette exposition était de montrer l'œuvre de Stefan Gierowski dans un contexte un peu plus large que celui dans lequel il avait souvent été montré, qui était un contexte essentiellement polonais ou bien est-européen. Et quelque chose qui m'a frappé lorsque j'ai avancé dans la connaissance de l'œuvre de Gierowski, c'était le fait que son œuvre entretenait un certain nombre de liens très puissants avec des artistes ouest-européens de la même génération qui, comme lui, avaient tenté de rompre avec l'esthétique informelle qui avait dominé la peinture au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et quand j'ai constaté avec quel peintre ces relations étaient fortes, j'ai eu l'idée de bâtir l'exposition sur quelque chose comme une uchronie, quelque chose comme une histoire parallèle ou alternative. Je me suis dit que si la division de l'Europe qui existait à l'époque dans les années fin des années 50 et années 60 n'avait pas existé, au fond, Stefan Gierowski aurait pu être montré avec certains peintres ouest-européens qui appartenaient à la mouvance zéro. Zéro, c'est quelque chose de très 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 important dans l'Europe de l'Ouest des années 60. C'est sans doute la matrice qui permet l'abandon, la rupture avec l'art informel. Et donc j'ai bâti l'exposition sur cette idée, montrer Stefan Gierowski essentiellement avec des figures ouest-européennes qui s'inscrivaient plus ou moins dans la mouvance zéro. C'est le projet de l'exposition. Ce qui caractérise tout à la fois l'œuvre de Gierowski dans les années 60, mais aussi la mouvance zéro, c'est l'articulation de trois dimensions. La première, et c'est ce que j'ai nommé dans cette exposition zéro, c'est l'idée d'une réduction très très forte, très drastique du vocabulaire formel. La deuxième dimension, c'est l'idée d'une dynamique des formes. Et puis la troisième dimension, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, c'est la dimension cosmique de l'œuvre tout à la fois de Gierowski dans les années 60 et de zéro. La première donc dimension, ce qui dans cette exposition s'appelle zéro, c'est l'idée d'une réduction très très forte du vocabulaire pictural employé, et l'élément de cette réduction pour Gierowski, mais aussi pour un certain nombre de grands artistes ouest-européens, ça a été la ligne. Ce qui est tout à fait formidable dans le travail de Gierowski à ce moment-là, et les œuvres qui sont derrière moi le montrent, c'est que Gierowski confie le destin de sa peinture à la ligne. La ligne, c'est le rêve de quelque chose d'unidimensionnel qui traverse un espace, et la pièce qui est derrière moi, ce grand polyptyque suspendu dans l'espace, ces 6 tableaux, nous montre des tableaux réduits à la ligne. C'est quelque chose aussi qu'au même moment pratique un certain nombre d'autres grands artistes ouest-européens, et notamment Martin Barré, dont vous voyez, dont la peinture est derrière moi, et c'est quelqu'un qui, dès 1960, au même moment que Gierowski, ni Gierowski ne connaît Barré, ni Barré ne connaît Gierowski. Au même moment, ils vont comme ça réduire leur peinture à la ligne. Dans un premier temps, Martin Barré peint directement au tube, en appliquant le tube de peinture sur le tableau, et puis à partir de 63, il va utiliser la bombe. L'œuvre qui est dans l'exposition ici est une œuvre réalisée à la bombe. Mais ce qui est aussi très intéressant dans cette réduction du vocabulaire formel, c'est qu'elle ne consiste pas uniquement à réduire le tableau à la ligne. Elle peut aussi, comme pour le tableau qui est en haut à gauche et en bas à droite, être une approche presque monochromatique de l'œuvre. Donc la ligne
et le monochrome sont les deux éléments de cette réduction du vocabulaire formel. Et ce qui est tout à fait fascinant dans l'œuvre de Gierowski, mais aussi dans l'œuvre des artistes du groupe Zéro de ce moment-là, c'est que le monochrome, ça n'est pas un monochrome canonique, le monochrome de Rodchenko de 1921, c'est-à-dire une surface uniformément recouverte avec la même couleur. Ce sont des monochromes brumeux, des monochromes vaporeux. Et ça, c'est tout à fait étonnant. C'est ce qui permettra aussi plus tard à Gierowski de développer le côté cosmique de son abstraction. Il y a dans cette exposition une œuvre très très importante de Francesco Lo Savio. Lo Savio est l'un des artistes italiens les plus importants de la période, et Lo Savio, qui est mort très jeune, à 27 ans, au début des années 60, Lo Savio a réalisé comme ça des peintures qui sont presque des monochromes. On a l'impression que ce sont des monochromes, mais petit à petit, quand on les regarde, on découvre une forme au milieu comme un soleil, comme un astre qui apparaît au milieu du tableau. Donc c'était pour moi très très important de montrer à la fois quelques-uns des grands chefs-d'œuvre que Gierowski fait à ce moment-là, lorsqu'il réduit sa peinture, et à le faire dialoguer avec quelques grandes figures ouest-européennes qui pratiquent le même type de réduction. Et ce type de réduction est très différente de ce qui se fait aux États-Unis à la même époque, ce que font les artistes minimalistes ou pré-minimalistes. Hein. Il n'y a pas du tout cette dimension, cette importance de la ligne, l'importance d'un monochrome vaporeux, auratique, nébuleux, pas du tout. Il y a vraiment une dimension très très européenne dans cette tendance de l'abstraction des années 60, et c'est ce que je voulais montrer. Voici derrière moi deux exemples de ces peintures nébuleuses qui font penser aux deux toiles sans ligne sur la pièce qui s'appelle 180, l'œuvre de 1964 suspendue dans l'espace de Gierowski. Ici, derrière moi, il y a cette pièce de Francesco Lo Savio dont je vous parlais. Et puis ici, il y a cette pièce de Jeff Verheyen. Je crois qu'il faut s'arrêter un instant sur Jeff Verheyen, qui est une des grandes figures du groupe Zéro, qui est un artiste belge. Et vous voyez que c'est un des grands troublemakers de la scène européenne des fin des années 50, années 60, années 70. Et vous voyez que dans le tableau qui est derrière moi, il y a tout à la fois ces deux dimensions que j'essayais de mettre en avant, cette réduction à la ligne et cette dimension monochromatique. Puisqu'ici, vous avez à la fois deux lignes qui traversent en oblique le tableau, mais ces lignes sont en train de devenir floues, de devenir nébuleuses et de se fondre, de disparaître dans un fond monochromatique. L'un des peintre tout à fait typique de ce moment de réduction des moyens de la peinture dans les années 60, c'est Jean de Gotex. Jean de Gotex, c'est d'autant plus étonnant que Jean de Gotex a été une très très grande figure de l'abstraction lyrique européenne dans les années 50, cette peinture qui inscrivait des signes avec une gestualité très 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 expressive, et peu à peu Jean de Gotex va abandonner cette expressivité du geste pour se diriger vers des peintures beaucoup plus simples où le geste se réduit maintenant à la ligne. Alors certes, on voit encore qu'il s'agit du geste du peintre. On voit le mouvement du bras et le mouvement du pinceau sur la toile, mais c'est une toile tout à fait importante parce que voilà un des héros de l'abstraction lyrique et de l'informel des années 50 qui
au cours des années 60, va réduire son travail à la ligne. Et là, on a l'un des grands chefs-d'œuvre de Gothex qui témoigne de ce moment-là, où d'une certaine façon, de Gothex rejoint le travail d'épuration, de simplification, d'élémentarisation accompli par Gierowski et quelques autres artistes européens de ce moment-là. La peinture que vous voyez derrière moi, c'est l'autre face, le verso de la peinture que nous avons vue précédemment, cette peinture avec ses lignes. Là, on le voit, la ligne acquiert une autre dimension que celle qu'elle avait de l'autre côté. Ce qui est intéressant dans la ligne, pourquoi la ligne va jouer un rôle si important à la fois dans l'œuvre de Gierowski, mais aussi dans l'œuvre d'un certain nombre d'artistes de cette époque, c'est que la ligne, au fond, c'est une trajectoire, c'est quelque chose qui va d'un point A à un point B, c'est un activateur, un révélateur d'espace. La ligne, c'est quelque chose qui traverse l'espace, et ça, Gierowski va très très vite s'en rendre compte, et comme sur cette peinture, la ligne va devenir vraiment un corps dynamique, quelque chose qui traverse un espace et qui crée des perturbations dans cet espace. On le voit, ces lignes, en avançant dans l'espace, créent des ondes de choc et qui sont représentées par la déformation de ces lignes en éventail autour de la ligne. Donc on voit, ça c'est quelque chose qui appartient à l'esthétique du groupe Zéro, mais aussi à Stefan Gierowski, c'est l'idée d'une peinture dynamique. Et cette idée d'une dynamique des formes, elle ne peut naître qu'à partir, ou essentiellement à partir de la ligne. Et ce qui est tout à fait frappant dans ce moment-là de la création, dans ces fabuleuses années 60 de Stefan Gierowski, c'est la façon dont il va trouver l'iconographie du mouvement et de la dynamique dans sa peinture. Cette dynamique des formes va s'incarner très tôt. La toile qui est au fond derrière moi est de 64, la même année que le polyptyque avec les 12 tableaux recto-verso. Et c'est un exemple des œuvres dynamiques du milieu des années 60 de Gierowski, œuvre complètement originale, singulière dans le panorama artistique mondial de l'époque. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ce sont des peintures qui ont une qualité quasiment d'iconographie scientifique. On a l'impression que ces peintures sont très proches de certaines images que l'on rencontre dans l'imagerie scientifique sur les ondes de choc, la balistique. Donc c'est tout à fait étonnant. On voit qu'il y a là, à ce moment-là de l'histoire de l'art de Gierowski, une proximité avec le cinétisme, mais très différemment de la façon dont procèdent les optico-cinétiques qui veulent créer une illusion, susciter dans l'œil du spectateur des images qui en fait n'existent pas. C'est pas du tout le projet de Gierowski. Le projet de Gierowski, c'est plutôt de mettre en place une iconographie de la dynamique et du mouvement. Et là, on est à un des moments absolument culminants de l'œuvre de Gierowski. Il y a ici derrière moi un exemple de ce que je voulais faire avec cette exposition, le dialogue que je voulais instaurer entre Gierowski et certains grands artistes ouest-européens. Ici, c'est autour du thème de cette dynamique des formes. Avec ce tableau-là, on a l'impression que les rayons, les lignes sont en train de devenir des plaques. On est presque face à quelque chose comme une tectonique des plaques, comme on le dit en géologie, plus qu'en balistique. Et je voulais mettre cet extraordinaire tableau de Gierowski en rapport avec l'un des très grands artistes italiens de l'époque,
Mario Nigro. Mario Nigro n'est pas à proprement parler quelqu'un qui appartient à la mouvance zéro, mais il était très proche de Fontana, qui lui, Fontana, était une des figures essentielles de la mouvance zéro durant cette année-là. Vous voyez, avec des moyens plastiques différents, mais il y a ici deux tableaux qui sont de façon tout à fait superbe, une incarnation de cette dynamique des formes. Et ce qui est intéressant, c'est que par-delà les styles, par-delà les écoles, par-delà les nationalités, je voulais que cette exposition permettre d'établir comme ça des rapports très objectifs à un moment de l'histoire de l'art. Parce que faire une exposition, on fait de l'histoire de l'art en écrivant des textes, en écrivant des livres, mais on fait aussi de l'histoire de l'art en faisant des expositions et en faisant des rapprochements comme celui-là. Ici, on est face à une peinture de Guerovsky de 1961 qui appartient complètement à cette phase de réduction du langage à la ligne, cette ligne qui est à la fois une ligne droite mais aussi un cercle, qui est un moment d'ailleurs de réduction extrême puisque la ligne horizontale, elle procède moins d'un ajout de peinture que d'un retrait de peinture. On voit presque la toile brute ici, mais en même temps c'est une toile tout à fait formidable parce qu'elle annonce certains développements de la peinture de Guerovsky et notamment le développement de sa dimension cosmique dans la seconde moitié des années 60. Ces lignes vont vite devenir quelque chose comme un événement lumineux et puis ce cercle va très vite évoquer la planète, le Soleil. Et il faut savoir que la représentation du Soleil est quelque chose de très important dans l'histoire de l'abstraction. L'un des récits qui explique l'origine de l'abstraction, il y en a beaucoup, il y en a peut-être 5 ou 6 récits qui expliquent l'origine de l'abstraction, mais l'un des grands récits qui explique l'origine de l'abstraction, c'est la volonté de certains artistes de représenter la lumière, et voulant représenter la lumière, ils représentent le soleil. Donc ces artistes qui étaient intéressés par la ligne qui dessinait une trajectoire, par les phénomènes lumineux, par la nébulosité de surface monochromatique, il était assez légitime qu'à un moment ou à un autre, tout ça consiste et donne naissance à une dimension proprement cosmique dans l'abstraction des années 60, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Vous avez derrière moi quelques exemples d'abstraction des années 60 qui ont une charge proprement cosmique. Ici, il y a une peinture de Guerovsky de 64 qui, par sa couleur et sa forme, entretient d'évidentes relations avec le cosmos, avec les représentations solaires que j'évoquais précédemment. Et là, nous avons des très grands chefs-d'œuvre d'Otto Pineux. Otto Pineux est un des créateurs du mouvement zéro, un des membres fondateurs du mouvement zéro, et au moyen de différentes techniques, et notamment le brûlage, la suie, il va réaliser un certain nombre de peintures à ce moment-là qui ont une évidente résonance cosmique, d'autant plus que ces titres nous aident à deviner cette dimension cosmique. Ce tableau, par exemple, s'appelle « La Lune en rodage ». C'est un titre très énigmatique, mais c'est la Lune. Voilà, une lune noire. Et c'est une des dimensions très fortes de l'abstraction de ce moment-là qui met complètement à distance la peinture de Guerovsky et la peinture de la mouvance zéro du formalisme américain. Vous trouverez absolument pas ça dans les peintres du color field américain ou dans les peintres de ce qu'on a appelé la post-painterly abstraction. C'est très différent. Et puis là, il y a je disais précédemment
dans mes commentaires qu'une exposition est le moyen de faire de l'histoire de l'art. Cet artiste est sans doute l'artiste le plus méconnu de l'exposition. Il s'appelle Pupiino Samona, c'est un artiste italien, et c'est un artiste qui est assez important parce qu'il est en Italie le lien entre ce moment dans les années 60 où se développe, avec notamment aussi Lo Savio, ces peintures avec des dimensions solaires, lumineuses, cosmiques, et puis le futurisme italien. Pupiino Samona, dans les années 50 à Rome, rencontre Giacomo Balla, qui était l'un des fondateurs historiques du futurisme et qui avait réalisé toute une série de peintures quelques décennies avant, avec comme motif le passage de Mars devant le Soleil, hein, une éclipse. Et les abstractions de Pupiino Samona dans les années 60 sont des abstractions qui doivent beaucoup à ce moment-là de la peinture futuriste, et il était important, compte tenu du thème qui était celui de cette exposition, et notamment d'essayer de mettre l'accent sur la dimension cosmique dans l'abstraction, une partie de l'abstraction européenne à l'est chez Gierowski, mais aussi à l'ouest, de faire renaître cette figure un peu oubliée, injustement oubliée, qui est celle de Pupiino Samona. Nous avons vu précédemment que Gierowski avait donné naissance à une forme d'iconographie de la dynamique des formes, avec des toiles qui empruntaient leurs motifs à des représentations scientifiques appartenant notamment à la balistique. Ici, maintenant, nous avons deux toiles classiques de la seconde moitié des années 60 chez Gierowski qui, elles, donnent pleinement force et consistance à cette dimension, cosmique. Hein. Vous le voyez, la ligne ici est devenue quelque chose comme un événement cosmique, je ne sais pas, peut-être la queue d'une comète. Cette bordure, cette forme bleue est quelque chose qui fait penser à un détail d'une planète. Hein. Et on voit aussi pourquoi le fond monochromatique n'était jamais un fond monochromatiquement uniforme. Il est souvent traité en dégradé, avec des zones éclairées, des zones sombres. C'est qu'il s'agit de susciter la sensation de l'espace. Hein. Ce sont le monochrome chez Rodchenko et chez un certain nombre d'artistes, notamment minimalistes américains. C'est au contraire l'exaltation de la planéité de la toile. On voit bien que chez les artistes du groupe Zéro, mais également chez Gierowski, au contraire, loin de susciter, d'exalter la planéité, le monochrome suscite l'infinie profondeur. Et qu'est-ce qui a une infinie profondeur ? Eh bien, le cosmos. Hein. Tout ça est absolument logique. L'articulation du zéro, de la dynamique et de la dimension cosmique, il y a une articulation logique et dialectique tout à fait admirable dans l'œuvre de Gierowski à cette époque-là. Ce tableau, là aussi, est très représentatif hein, de la façon dont naissent les peintures de Gierowski dans ces années-là, avec le côté gauche en haut qui est éclairé, en bas qui est dans l'obscurité, à droite en haut dans l'obscurité et en bas éclairé, avec cette ligne qui est maintenant à l'évidence un rayon lumineux et pas simplement une ligne, et puis ces formes arrondies hein, qui donnent à une toile de ce type on a presque l'impression d'assister à une collision de planètes. Hein. Gierowski dit quelque chose de très beau, il dit que la science lui aura parfois permis
de penser à des choses impossibles. On trouve dans la science la réponse à des images impossibles. Cette toile est tout à fait exemplaire de la production de Guérovski dans la seconde moitié des années 60. Et si je m'arrête aussi un peu longuement sur cette très belle peinture, c'est que c'est une peinture qui va très prochainement rejoindre la collection du Centre Pompidou et que j'aurai le plaisir de montrer à Paris après l'avoir montré ici à Varsovie. Dès que j'ai su que j'allais consacrer une partie de cette exposition à cette dimension cosmique dans la peinture de Guérovski, j'ai su qu'il fallait que je fasse dialoguer l'œuvre de Guérovski avec celle d'Anna Eva Bergman. Anna Eva Bergman a longtemps été connue dans les livres d'histoire de l'art parce qu'elle était la femme d'un des grands maîtres de l'abstraction d'après-guerre, Hans Hartung, peintre allemand, mais qui a fait l'essentiel de sa carrière en France, puisqu'il est venu s'installer en France dans les années 30. Mais il est temps de parler d'Anna Eva Bergman pour elle-même en tant qu'artiste et pas simplement parce qu'elle était l'épouse de Hans Hartung. Et s'il y a une artiste qui, au même moment que Guérovski, mais avec des moyens un peu différents, emporte l'abstraction dans le cosmos, c'est bien Anna Eva Bergman. Dès la seconde moitié des années 50, elle propose des pièces de ce type, utilisant soit l'or, soit l'argent, pour procéder à des représentations qui se donnent explicitement comme cosmiques, évoquant soit la Lune, soit le Soleil. Et je voulais absolument faire dialoguer l'œuvre d'Anna Eva Bergman avec celle de Guérovski, notamment avec une pièce comme celle-ci. Il y a un rapport de couleurs évident, mais aussi de représentation, où là encore, on est presque dans 2001 Odyssée de l'espace. Ici, avec ces représentations cosmiques-là, on a l'impression d'un voyage intersidéral, interplanétaire. Et là aussi, c'était quelque chose que je voulais montrer avec cette exposition. C'est une exposition qui non seulement s'attachait à essayer de montrer quelle était la logique à l'œuvre dans le travail de Guérovski dans les années 60, cette double articulation d'une réduction, d'une remise à zéro des moyens formels de la peinture, de la création d'une dynamique des formes et en même temps cette dimension cosmique. Je voulais aussi montrer que ce tropisme cosmique de l'abstraction, elle était quelque chose qui se partageait entre différents artistes européens au même moment, différents artistes qui ne se connaissaient pas, et c'est ça qui est encore plus beau. On est complètement en dehors de la question des influences ici, mais il y a un moment de l'histoire de l'art où un certain nombre d'artistes, chacun de leur côté, avec des logiques spécifiques, se retrouvent. Ils se sont notamment retrouvés pour tout à la fois réduire le langage plastique à très peu de choses, aussi pour s'attacher à la représentation du mouvement à travers notamment les trajectoires dessinées par les lignes, mais aussi avec l'apparition de cette dimension cosmique. C'est quelque chose qui, à un moment de l'art européen, qui éloigne, qui met à distance l'abstraction européenne du formalisme américain. C'est intéressant de montrer comment, de façon très différente, des artistes au même moment sortent de l'informel ou de l'expressionnisme abstrait pour faire autre chose. Il y a deux façons, deux modalités de quitter l'informel à ce moment-là.